Une femme sur 5 que je reçois en cabinet ne sait pas qu'elle a grandi avec une mère narcissique. Pas parce qu'elle ne souffre pas, elle souffre énormément, mais elle ne sait pas mettre le mot dessus. Parce qu'une mère narcissique n'a presque jamais l'air d'une mère narcissique. Elle a souvent l'air d'une mère parfaite. En tout cas, vue de l'extérieur. En tout cas, c'est le récit qu'elle raconte. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'une partie de vous sait déjà et que vous cherchez à nommer ce que on ne vous a jamais autorisé à nommer. Je suis Clotilde Soetink, psychogénéalogiste. J'accompagne des femmes à se libérer de l'héritage maternel toxique depuis plusieurs années. J'ai identifié dans ma pratique, comme dans la littérature scientifique, 7 signes précis qu'on retrouve chez les filles adultes de mères narcissiques. Ces signes, vous ne les trouverez pas dans la plupart des contenus que vous avez lus, parce que la majorité des articles parlent des mères. Or, pour vous, c'est pas seulement la question. La question, c'est qu'est-ce que ça a fait de moi? Et c'est exactement ce que je vais vous montrer. Je vais m'appuyer sur les travaux de Stéphanie Crisberg, de Johnny Webb, de Bozormeni Nagy, de Rachel Yehuda et de Bessel van der Kolk. Il y a des noms que vous avez sans doute déjà lus ou entendus. Pas de pensée positive ici, une lecture clinique, sourcée, une bibliographie. C'est une lecture pensée pour des femmes intelligentes qui n'ont plus envie qu'on leur explique qu'il faut lâcher prise. On parle d'une lecture clinique, sourcée, pensée pour des femmes intelligentes qui n'ont plus envie qu'on leur explique qu'il faut lâcher prise. À la fin, je vous donnerai aussi le seuil clinique. Combien de signes faut-il pour qu'on puisse parler d'un héritage narcissique réel? Ce que vous pouvez faire concrètement à partir d'aujourd'hui. Alors avant de commencer, 2 choses. Premièrement, avoir une mère narcissique ne fait pas de votre mère un monstre. Ça veut dire qu'elle porte elle-même un trauma qu'elle n'a pas pu déposer ailleurs et qu'elle a transmis. C'est un fait clinique et c'est pas un jugement. Deuxièmement, reconnaître ces signes ne va pas réparer quoi que ce soit. Comprendre ne suffit jamais, mais nommer, c'est la première marche. Sans nom, pas de déprogrammation possible. Maintenant, on y va. Le premier signe, vous savez certainement ce qu'on attend de vous, même très exactement ce qu'on attend de vous, mais jamais ce que vous voulez vous. Le premier signe est sans doute le plus difficile à voir parce qu'il ressemble à une qualité. Vous savez lire les pièces, vous savez ce qu'il faut dire, vous savez ce qu'il ne faut pas dire, vous savez qui est de mauvaise humeur, qui a besoin d'être ménagé, vous êtes hyper adaptable, en hyper vigilance et la plupart du temps, on vous félicite pour ça. Mais si je vous demande maintenant, qu'est-ce que vous voulez vous, vraiment, pour vous? Est-ce que vous savez répondre? Est-ce qu'il n'y a pas un blanc? Un blanc poétique? Un blanc clinique? Un je ne sais pas, qui n'est pas le doute philosophique du sage, hein, c'est l'absence de signal. Vous ne savez pas parce que ce signal-là n'a jamais été câblé pour vous. C'est tout simplement ce que la psychologue Johnny Webb a appelé la négligence émotionnelle. Pas l'abandon visible, pas la maltraitance qu'on peut nommer en justice, quelque chose de bien plus subtil, de presque souterrain. Une mère qui n'a pas vu vos émotions, qui n'a pas voulu les voir ou qui n'a pas pu les ressentir ou ni les identifier, tout simplement parce qu'elle était occupée par les siennes. Vous avez donc appris à scanner d'abord les siennes pour vous adapter, pour survivre, et vous avez perdu accès aux vôtres. Le test clinique est simple. Pendant une semaine, posez-vous plusieurs fois la question, tous les jours, de quoi j'ai envie de maintenant pour moi toute seule. Si la réponse vient en moins de 3 secondes, vous êtes à peu près en bonne santé émotionnelle. Si vous mettez 30 secondes à inventer une réponse plausible, à la rechercher, à sentir un espèce de vide, ou si la première chose qui vient c'est je ne sais pas, ce signe est positif. Il y a un deuxième signe, vous ne supportez pas qu'on soit en colère contre vous. C'est pas que vous n'aimez pas, c'est que vous ne supportez pas physiquement. Quand quelqu'un est mécontent de vous, un patron, un partenaire, parfois même un inconnu sur la route, quelque chose se déclenche dans votre corps qui n'a rien à voir avec la situation présente. Tachycardie, ventre serré, ressassement nocturne, besoin urgent de réparer, coulée glacée dans le dos, etc. Vous ne réagissez pas à ce conflit, vous réagissez à un conflit beaucoup plus ancien et beaucoup plus dangereux. Bowlby l'a démontré dès les années 60, un enfant dont l'amour maternel est conditionnel, c'est-à-dire qui dépend de son comportement, de ses résultats, de son humeur, développe ce qu'on appelle un attachement insécure. Autrement dit, le cerveau de l'enfant intègre que le retrait de l'amour, c'est une menace de survie. Et cette empreinte ne disparaît pas à 25 ans, ni à 40, ni à 60. Elle se réactive à chaque fois qu'une figure d'autorité, d'amour ou de regard manifeste son mécontentement. Concrètement, dans la vie d'adulte, vous surexpliquez, vous surjustifiez,
Vous vous excusez de choses dont vous n'êtes même pas responsable. Vous lissez les conflits de votre couple, de votre équipe, de votre famille, au prix de votre propre épuisement. Et vous appelez ça être quelqu'un de bien, être hyper empathe, hyper bienveillant. Ce n'est pas être quelqu'un de bien en réalité, c'est avoir peur en permanence qu'on vous retire l'amour comme à 6 ans. Le troisième signe, qui n'est pas le plus facile, c'est que vous reproduisez avec d'autres femmes le rapport ambivalent que vous avez eu avec votre mère. C'est un signe que les femmes voient rarement venir et pourtant il est partout dans nos rapports entre nous. Vous avez un rapport compliqué aux figures d'autorité féminine. Patron femme, belle-mère, amie dominante, collègues parfois plus âgés. Soit vous les idéalisez et vous vous y attachez de manière excessive, soit vous vous en méfiez avant même qu'elles vous aient fait quoi que ce soit. Parfois les 2 en alternance avec la même personne. Et ce n'est pas vous qui allez mal, c'est votre système d'attachement qui se rejoue. Quand le premier modèle d'attachement féminin a été insécure, le cerveau classe par défaut toutes les autres figures féminines dans la même catégorie à risque. Yehuda et ses équipes ont montré dans leurs travaux sur la transmission transgénérationnelle que ces patterns relationnels se transmettent d'ailleurs au-delà de la simple éducation. Ils s'inscrivent dans le corps, dans la régulation du stress, parfois jusque dans l'expression de certains gènes. Attention, on parle bien d'expression de certains gènes. C'est ce qui relève de ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique. Ce que vous reproduisez n'est pas une faiblesse, c'est une mémoire biologique. Le signe est positif si vous identifiez un pattern récurrent. À chaque fois qu'une femme prend une place d'autorité dans votre vie, quelque chose se rejoue. Même histoire, partenaire différent. Le signe 4, vous portez une culpabilité chronique sans cause identifiable. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous vous sentez coupable de tout. Vous vous excusez tout le temps. Il pleut, c'est de votre faute. Vous demandez pardon. Vous vous sentez coupable de prendre du temps, de l'argent, de l'espace, du repos. Vous êtes coupable d'aller bien quand quelqu'un autour de vous va mal. Vous êtes coupable d'aller mal alors que d'autres ont des vies plus difficiles. Bref, cette culpabilité n'est pas la vôtre. Par contre, elle est épuisante. Bozormeni-Nagy, dans la psychogénéalogie clinique, a posé un concept qui change tout, la loyauté invisible. Dans une famille où une mère a été émotionnellement instable, manipulatrice ou simplement défaillante, l'enfant développe une loyauté inconsciente. Il prend sur lui une partie de la dette psychique, il porte ce que la mère ne pouvait pas porter elle-même. Et à l'âge adulte, ça se traduit par une culpabilité libre, sans objet. Vous n'avez rien fait et pourtant vous ressentez d'avoir fait quelque chose. Vous savez pas quoi. Vous réussissez et au lieu de joie, vous ressentez une honte sourde, comme si réussir était une trahison. C'est exactement ça, une trahison de votre loyauté à une mère qui n'a, elle, pas réussi, à une mère qui a été malheureuse, à une mère dont vous avez décidé, sans le savoir, que vous ne pouviez pas la dépasser. Si en lisant ces lignes, vous reconnaissez ce mouvement, vous savez ce signe. Le signe 5, vous êtes la fille parfaite. Bonne note, bon diplôme, bon poste, bon couple, bon discours, vous tenez, vous performez, vous ne décevez pas. Stéphanie Krisberg appelle ça Good Daughter Syndrome, le syndrome de la fille parfaite. Ce n'est pas un trait de caractère, c'est aussi une stratégie de survie. Voici comment elle s'installe. Quand l'amour maternel est conditionnel, l'enfant comprend très vite qu'il faut produire pour exister. Produire des résultats, produire de la fierté, produire ce qui rendra la mère contente, satisfaite. La fille apprend que sa valeur n'est jamais acquise, elle est toujours à prouver. Le résultat, à 35, 45, 55 ans, c'est que vous ne savez plus vous reposer sans culpabiliser. Vous ne savez plus vous arrêter sans angoisse. Vous ne savez plus échouer sans vous effondrer. Et on voit souvent des burn-out professionnels. Parce qu'échouer, ce n'est pas avoir raté quelque chose, c'est risquer de perdre l'amour, la satisfaction, la validation. Et il y a un piège supplémentaire que je vois souvent en cabinet, vous êtes brillante, vraiment brillante. Vous êtes hyper performante, sûrement très intelligente, voire supérieurement intelligente. Et le monde vous récompense pour exactement les comportements qui sont en train de vous détruire. Plus vous performez, plus on vous félicite, plus vous performez. Vous voyez le cycle? Personne autour de vous n'a intérêt à ce que vous arrêtiez, sauf vous. Le signe 6. Vous ne savez pas dire non sans angoisse, voire même vous avez tellement intégré l'angoisse que vous ne dites jamais non. Pas sans inconfort, sans angoisse, vraie angoisse. Tachycardie, nuit blanche, mail réécrit 12 fois, le non est bloqué là. Pourquoi? Parce que dire non à votre mère enfant, c'était risquer son retrait, sa colère ou pire,
son indifférence, son mépris, sa déception. Le cerveau a appris que non égale danger. Et 30 ans plus tard, ce câblage, c'est toujours actif. Bessel van der Kolk, dans ses travaux sur le trauma, a montré que ces réponses ne sont pas mentales, elles sont corporelles. Vous ne pouvez pas vous raisonner pour dire non, le corps dit non avant que le mental a fini sa phrase. C'est ce qui rend la chose si dure à changer par la seule volonté. Conséquence concrète, vous dites oui à des choses que vous ne voulez pas faire, vous prenez en charge ce qui n'est pas le vôtre, vous arrivez à 40 ans avec une vie qui ressemble à un agenda d'engagement pris pour ne pas décevoir, vous ne savez plus comment vous en sortir sans tout payer. Si dire non vous coûte plus que oui, même quand oui vous épuise, vous avez ce signe. Signe 7. Vous avez peur de devenir comme elle et c'est en partie déjà arrivé. C'est le signe le plus douloureux, le plus difficile et celui dont les filles parlent le moins parce qu'il fait honte, on a honte d'être comme elle. Vous avez juré, enfant ou adolescente, que vous ne seriez jamais, mais jamais comme elle. Et puis un jour, vous vous entendez dire à votre propre enfant, à votre partenaire, à votre ami, exactement la même phrase qu'elle vous disait, avec exactement la même intonation et vous avez ce vertige. Oh non, j'y suis. Voilà ce qu'il faut comprendre. Yehuda et Lerner, en 2018, ont synthétisé 2 destinées de recherche sur la transmission épigénétique du trauma. Ce que la mère porte, son stress chronique, ses mécanismes de défense, sa régulation émotionnelle défaillante, peut s'inscrire chez l'enfant à un niveau biologique. Alors, pas dans l'ADN en lui-même, dans la façon dont certains gènes vont s'exprimer ou non, et c'est ça qu'on appelle donc l'épigénétique dont on parlait tout à l'heure. Concrètement, votre mère ne vous a pas seulement parlé, elle vous a transmis, au-delà des mots, au-delà même de l'éducation, et c'est précisément pour cette raison qu'il ne suffit pas de comprendre ou de couper les ponts, ou même de faire 10, 20, 30 ans, 40 ans de thérapie pour s'en sortir vraiment. Pas dans votre tête, c'est dans votre corps, et c'est de là qu'il faut déprogrammer.